Merci François, merci beaucoup à la municipalité de Lussac-les-Châteaux de m'accueillir et de me permettre de m'exprimer sur un sujet qui m'est très cher. J'arrive d'Angles, mais je suis lussacoise et c'est évidemment avec un grand plaisir que je viens que je viens à la maison. Puisque vraiment c'est des générations de Pinsons qui se sont succédées à Lussac-les-Châteaux et qui ont connu ces grands acteurs de la préhistoire. Mon grand-père, qui était boulanger, a très bien connu par exemple Stéphane Womf et Léon Péricard, à qui on doit la découverte de la marche. Et voilà, j'ai baigné enfant dans toute cette ambiance. Voilà, donc c'est un vrai bonheur pour moi d'être ici. Je vais évoquer avec vous les éléments qui nous permettent de parler de ce magdalénien dit de Lussac-Angles, à partir de... Parce qu'il y a un groupe, au final, assez bien identifié, même si, selon les bons propos de mon prédécesseur, Boris Valentin, il est clair que c'est parce qu'on identifie un groupe qu'il est isolé et que, bien évidemment, on va voir qu'il y a des choses qui diffusent vers les autres, d'autres un petit peu moins. C'est ce que je vais essayer de vous présenter. Alors, je pense que il faut que je fasse, oui, il faut que j'aille sur la flèche. Donc je vais vous présenter ces deux sites, Angles-sur-Langlin et La Marche. Angles-sur-Langlin, le Roc aux Sorciers à Angles-sur-Langlin et le site de La Marche à Lussac-les-Châteaux. Ce sont les deux sites éponymes de ce magdalénien saguet de Lussac-Angles. Et en fait, ils sont indissociables très tôt. Ils ont un parallèle au niveau de leur découverte qui est intéressante. Donc, je vous présente là la découverte du gisement magdalénien du Roc aux Sorciers par Lucien Rousseau en 1927. Donc, il ne découvre vraiment que l'occupation magdalénienne, mais qu'il l'identifie très vite. C'est vraiment dans les premiers sites de cette période dite du Magdalénien moyen qu'il identifie à travers le mobilier archéologique de la Vienne. On est en 1927. Une dizaine d'années plus tard, c'est la découverte de la grotte de la Marche par Stéphane Womf et Léon Péricard. Et là aussi, on détecte donc ce magdalénien moyen avec une occupation riche, mais aussi, fait tout à fait particulier, la découverte de ces centaines de plaquettes gravées. Ça sera quelques années plus tard que Suzanne de Saint-Mathurin et Dorothée Garrod vont reprendre les fouilles à Angles-sur-Langlin. Mais elles vont les reprendre pourquoi ? Parce qu'en fait, Suzanne de Saint-Mathurin a visité le site de la Marche avec l'abbé Breuil et a été séduite par toutes ces plaquettes gravées, notamment représentant les figures humaines. Et elle n'a de cesse de prospecter différentes vallées, différents sites, pour fouiller une occupation de cette période. Et c'est en lisant la publication de Lucien Rousseau dans le bulletin de la Société préhistorique française qu'elle va faire sa première visite au Roc aux Sorciers. Elle va être accompagnée par les Anglois qui vont lui montrer le site. Et là, sur le tas de déblais, elle va découvrir quoi le premier jour de sa visite en 1946 ? Elle va découvrir une dalle gravée que l'on dit dalle type La Marche, c'est-à-dire surchargée de gravures avec des figurations animalières, notamment plusieurs représentations de chevaux et de rennes. Donc elles vont entreprendre ces fouilles et elles vont découvrir dans le tas de déblais également de l'ancien fouilleur tout un ensemble de blocs sculptés qu'ils n'avaient pas vus parce qu'en fait, vous le savez bien, on ne trouve que ce que l'on cherche. En fait, voilà, on est toujours lié à ce que l'on est par rapport à ce que l'on va trouver, par rapport à ce que l'on peut dire. Donc on est toujours limité, c'est indépendant de notre volonté, même si on veut être objectif, même si on veut être ouvert à beaucoup de connaissances. Il faut savoir que le chercheur est toujours dépendant de ce qu'il est, de sa culture et de ses questionnements. Donc elle découvre ces sculptures qui sont exceptionnelles, si vous voyez, sur la gauche, elles en trouvent un grand nombre. Et au départ, comme elles travaillaient beaucoup avec Germaine Henri Martin, elles se sont dit,
c'est de l'art sur bloc. Vous savez, c'est ces principes assez simplistes des archéologues de toujours catégoriser pour s'y repérer, pour bien structurer leurs données. Mais quelquefois, ça ferme un peu les horizons. Et donc, l'art sur bloc, parce que au Roc de Serres, il venait d'être découvert par la famille Henri Martin. Donc, c'est un site en Charente. Il venait de découvrir un ensemble de blocs sculptés, mais qui en fait, après l'étude de Sophie Timula, a démontré que c'était une frise sculptée, mais qui était démantelée, qui était tombée en morceaux. Et donc, elles étaient dans cet état d'esprit. Donc, au départ, bon, c'est de l'art sur bloc. Et puis, au fil de leurs fouilles, elles découvrent au plafond un bison qui est encore en place, le bison qui est sculpté au plafond de la partie amont du site, dans la cave, le lieu dit qu'on appelle la cave Taillebourg. Et c'est de là qu'elles vont se dire, mais en fait, ce n'est pas du tout de l'art sur bloc, c'est tout le plafond qui était sculpté, gravé et peint. Et il y a eu cet effondrement qui a colmaté les couches d'occupation des Magdaléniens moyens. Et là, à ce moment-là, évidemment, on est bien dans un art pariétal, un art qui n'est pas mobile et qui couvrait vraiment déjà une grande surface, puisque rien que le plafond de la cave Taillebourg, c'est 50 mètres carrés. Elles ont continué leur recherche et elles ont trouvé une niche un peu plus en aval et elles se sont dit peut-être là c'est la grotte, on va fouiller. Et donc elles ont découvert à ce moment-là en fond d'abri, peu profond, mais en fond d'abri, une sculpture d'un cheval qui tourne la tête. Et en continuant les fouilles, elles ont mis au jour la célèbre frise sculptée du Roc aux Sorciers que vous voyez sur l'image. Je pense que je dois avoir un pointeur. Ça sera plus pratique. Voilà. Donc cette célèbre frise sculptée, là vous voyez, vous devinez l'ensemble des bouquetins, mais qui s'étend sur plus de 20 mètres de long, qui n'est pas fini de fouiller ni vers l'aval, ni en continuant de retirer le sédiment qui la recouvre. Donc on n'en connaît qu'une petite partie. Mais déjà, la surface, là aussi, c'est 50 mètres carrés, donc on est à plus de 100 mètres carrés de sculpture pariétale. Donc c'est un véritable monument. On l'a nommé, le professeur Édouard Pat l'a nommé au moment de sa découverte le Lascaux de la sculpture, et je pense qu'il mérite en effet bien ce nom. Alors, pendant qu'on découvrait l'art pariétal du Roc aux Sorciers, on découvre aussi des œuvres pariétales à La Marche dans le réseau Guy Martin. Donc c'est quelques années plus tard, c'est 1990. Et là, on trouve juste au-dessus de la grotte de la Marche une autre petite grotte qui, elle, est décorée sur ses parois, notamment de figures féminines et de ce magnifique mammouth que vous voyez qui a été relevé par Jean Herveau. Et donc, c'est très lié, tout concorde, les quelques vestiges archéologiques que l'on trouve dans cette petite grotte, que l'on met en connexion avec les œuvres pariétales, sont tout à fait contemporaines de l'occupation de la Marche, avec ses plaquettes gravées, qui est juste en dessous. Et encore plus récemment, grâce à différents visiteurs et une authentification que nous avons faite avec la DRAC et le Centre national de préhistoire, des éléments pariétaux sont également visibles dans la grotte de la Marche, notamment une tête de bison qui est ici. Il s'agit d'une forme naturelle mais qui a été aménagée et sur lequel on a gravé les cornes et un œil qui appelle à cet art pariétal. Donc je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, ces découvertes montrent que de toute façon, on n'a pas fini de connaître, on n'a pas fini de découvrir, et que ces deux sites, même s'ils ont été découverts très anciennement, ont un potentiel encore exceptionnel et qui promet pour d'autres recherches à venir de nouvelles problématiques qui seront liées à, évidemment, puisque nos problématiques sont toujours liées à notre période, au moment que l'on vit, donc qui sont par rapport au questionnement de la société du moment. Donc je pense qu'on a encore un beau potentiel de connaissances. Alors,
Je vous ai mis cette photo parce qu'en fait, il faut savoir que depuis les recherches à Angles ou à Lussac, eh bien, elles vont de pair toujours. C'est-à-dire qu'on se connaît entre fouilleurs de ces deux gisements, on se fréquente. Et vous avez sur cette image, à gauche, donc Lucien Rousseau, au centre Léon Péricard et à droite Stéphane Wolf. Ils sont à Angles-sur-Langlin, mais Lucien Rousseau venait également à Lussac-les-Châteaux. Il y avait vraiment un travail solidaire, et à tel point qu'au moment de la découverte des plaquettes de la marche, il y a Stéphane Wolf en faisait des lectures, et quelquefois c'était tellement extraordinaire de voir ces visages qui n'existent jamais dans l'art préhistorique. Ça a perturbé la communauté scientifique de l'époque, et une commission qui était présidée par le comte Bégoin a été organisée pour vérifier si Stéphane Wolf n'affabulait pas trop avec ses plaquettes de la marche. Et il a été demandé dans le groupe d'experts que Lucien Rousseau, qui travaillait à Angles, vienne expertiser cette découverte et lui donner toute sa valeur scientifique. Et de là, en fait, c'est très important ce moment, parce qu'en fait, il est évident que l'art préhistorique est difficile à lire souvent. Il est difficile à lire, il peut être sujet, surtout quand ce sont les plaquettes gravées de la marche qui sont vraiment avec beaucoup de superposition de tracés, les lectures peuvent varier et on lit plus ou moins bien. Donc, il peut y avoir une part de subjectivité. Et là, cette démarche-là a montré que on séparait bien la découverte du fait archéologique, qui est la plaquette gravée dans son contexte archéologique, son interprétation, qui étaient les dessins de Stéphane Wolf. Je sais que pour les Lussacois qui ont connu Stéphane Wolf, c'était un personnage très original qui n'hésitait pas à arrêter les Lussacois dans la rue pour leur dire « Ah, vous êtes vraiment de Lussac, il y a votre profil qui est gravé sur les plaquettes de la marche. » Donc voilà, c'était un original. De même, il avait reconstruit les outils qu'il croyait lire dans les plaquettes. J'ai eu la chance de le rencontrer, il me montrait tout ça et c'était assez fantastique, mais c'était un tel original qu'en effet, son imagination était telle que son interprétation était difficile quelquefois à suivre et à valider pour les autres, et c'est pour ça que c'était très important ce moment de validation de la reconnaissance des plaquettes gravées de la marche, qui était quand même une nouveauté, un unicum. Alors, au niveau du contexte archéologique et de leur contemporanéité, qui est quand même la première chose aussi à vérifier si on veut mettre en parallèle ces sites éponymes et parler de ce Lussac-Angles, eh bien, on a bel et bien donc une stratigraphie, là c'est simplifié, hein, du roc aux sorciers, mais malheureusement jusqu'à présent nous ne disposons que de ça puisqu'il n'y a pas eu de fouilles reprises depuis les fouilles Saint-Mathurin. Mon travail étant de valoriser son travail, je n'ai pas eu autorisation à reprendre les fouilles. C'est un projet qui est en cours pour pouvoir affiner la stratigraphie et la fréquence des passages des Magdaléniens sur le site et vraiment en avoir une idée plus fine par rapport notamment au temps des sculpteurs. Vous avez en fait les premières occupations, c'est ce Magdalénien moyen du temps des sculpteurs. Et puis, il y a un effondrement général, d'ailleurs, qui touche d'autres sites dans la région, qui va colmater l'ensemble de ces occupations, ce qui nous permet vraiment de bien dater ce temps des sculpteurs, puisque des éléments de sculpture de la paroi se retrouvent dans les couches archéologiques que l'on peut très bien dater. Et puis, au-dessus, vous avez un remplissage très épais, très épais, qui est assez fin en fait, en matière de sédiments. Et là, à ce moment-là, il y a plusieurs passages plus sporadiques des Magdaléniens plus récents, ceux qui sont plus
connu de mon collègue Boris Valentin, donc beaucoup plus récent. Et ce qui est intéressant à Hang, c'est qu'on a deux temps d'occupation, ne serait-ce que dans le paysage, c'est-à-dire que pour les Magdaléniens moyens, nous sommes dans un abri très ouvert, une esplanade très très large, pouvant accueillir beaucoup de monde, et où ces sculptures étaient visibles de loin avec vraiment une symbiose vers la nature. C'était vraiment un paysage ouvert, et les Magdaléniens qui ont séjourné là étaient vraiment, avaient de la place, etc. Mais suite à l'effondrement, les Magdaléniens qui ont suivi, qui sont venus là, d'abord on a des couches d'occupation beaucoup plus fugaces, et du coup c'est des bobands beaucoup plus temporaires de fréquentation. C'est plutôt penser à des haltes de chasseurs-cueilleurs. Et ils sont dans une topographie qui a bien changé parce qu'il y a des blocs partout. Donc ils sont dans des petits coins, voilà, qui sont. C'est plus du tout l'espace ouvert. C'est des petites zones où ils peuvent s'installer. Mais il y a pas. On est vraiment dans deux configurations d'occuper les lieux bien différentes. Alors. De même, le fait d'avoir fait ces sculptures pariétales montre bien la volonté de la prise en main de l'homme préhistorique, du Magdalénien sur la paroi, et d'en faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que le sculpteur va aménager la paroi, et mes collègues géologues, Jacqueline Lorenz, que certains doivent connaître, et Jean-Pierre Gély, démontrent qu'ils ont préparé la paroi en enlevant tous les blocs qui les gênaient pour arriver à un niveau de calcaire homogène qui leur permettait de faire ces sculptures monumentales, puisque les bouquetins, par exemple, sont à l'échelle 1. Et donc, ne pas avoir de fissures, ne pas avoir de problème au moment de la taille. Et il s'avère que ce banc de calcaire est repérable à Angles, avec un ami sculpteur d'Angles, nous l'avons repéré plus en amont. Et en fait, c'est un calcaire qui est très, quand on le dégage, est très mou, comme une argile un peu tout à fait malléable, et qui se sculpte aisément. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que déjà, il y avait cette volonté de choisir le lieu, de repérer le bon banc calcaire et de préparer le terrain pour faire ces œuvres monumentales et les composer sur la paroi. Donc, au niveau de la datation, on est dans ce 16e, 17e millénaire, comme le disait. Mais bon, là, j'ai mis les dates anciennes, puisque c'est des dates qui ont été faites anciennement. Aujourd'hui, on calibre, on serait dans 17 000, 18 000 BP calibrés. Alors, j'ai perdu ma souris. Voilà. Alors, pour la marche et le réseau Guy-Martin, les derniers travaux sont les fouilles du temps de Stéphane Wolf et Léon Péricard font état de deux principaux niveaux d'occupation, un Magdalénien moyen et un Magdalénien supérieur. Et ça a été repris par Jean Herveau ces dernières années. Et on est toujours pour ce Magdalénien moyen où se concentrent les dalles gravées et les blocs de la marche. On se retrouve dans les mêmes périodes que pour le roc aux sorciers. Donc on est sur des sites bien contemporains. Alors, pourquoi on parle de ce Magdalénien à pointe de Saguet, dite de Lussac-Angle? Parce qu'en fait, le mobilier archéologique, comme l'a expliqué Boris tout à l'heure, nous renseigne sur des caractéristiques qui définissent ces cultures. Et il y a une pointe de Saguet en bois de Rennes, le plus souvent, les pointes de Saguet, en général, sont assez révélatrices. On parle des Saguets à biseau simple, voilà, c'est-à-dire c'est ce type-là. Par exemple, c'est le biseau, la pointe, et c'est à ce niveau-là qu'on attachait la hampe, pour avoir la pointe de flèche. Et donc, le biseau peut être simple, ou il peut être double, voilà, et donc ça fera une face biseautée, ou il peut être fourchu, comme c'est le cas ici. Donc, selon les typologies, on va les retrouver dans une chronologie qu'on peut ordonner assez bien. Donc, moi là, ça me replonge il y a plus de 35 ans à
sur mon master de l'époque, ma maîtrise, que j'avais faite sur les saguiers dites de Lussac-Angle, en étudiant tout le mobilier archéologique de Lussac et celui d'Angle-sur-Langlin que Suzanne de Saint-Mathurin, que je rencontrais à cette époque, m'avait mis à disposition. Donc, mon choix de travailler sur cette saguée était évidemment lié à mon côté lussacoise et à ma passion pour la préhistoire. Et Henri Delporte, le directeur du musée d'archéologie nationale avec qui je travaillais, avait apprécié ce choix de sujet et m'avait évidemment mis en contact avec Suzanne de Saint-Mathurin. C'est comme ça que j'ai rencontré Suzanne de Saint-Mathurin, toute jeune, qui a eu la gentillesse de me mettre à disposition tout le mobilier osseux pour que je puisse en sortir les saguiers abyssaux-simples et les étudier. J'ai bien sûr, travaillant à ce moment-là au musée de Saint-Germain, élargi mon champ d'analyse sur toutes les saguiers du Magdalénien moyen que conservait le musée de Saint-Germain, notamment tous les sites pyrénéens et de Dordogne. Ce qui m'a fait un très gros ensemble à étudier. Mais au préalable, j'avais recherché comment était née cette appellation saguet de Lussac-Angle. Il faut savoir que l'abbé Breuil, dans sa chronologie du Magdalénien, dès 1912, parle de ces saguets. Il les a déjà réparés, mais il ne les appelle pas Lussac-Angle. Il les appelle les toutes mignonnes. Les saguets diminuent de volume. Les pointes à base orbisosome deviennent toutes mignonnes, souvent très courtes, avec une ou plus souvent 2 rainures opposées. Voilà, c'est déjà la description de la saguée de Lussac-Angle. Puis ce sera le docteur Alain qui travaille à la Garenne, et ça, Patrick Paillet vous en parlera un peu plus tard. Il connaît bien ce sujet-là. C'est donc lui qui va émettre en 1957 pour la première fois le terme de Lussac-Angle. Donc, nous utilisons ce terme sans prétendre aucunement le faire passer dans la nomenclature. Mais il s'avère que cette saguée, elle est repérable et elle a des critères très très bien définis qui sont associés et qui en font un type. Donc, l'étude de ces saguiers abyssaux-simples a permis de la définir. Donc, c'est une saguée abyssaux-simple qui s'individualise par ses dimensions et par sa morphologie, c'est-à-dire qu'elle est courte et trapue. Elle est en moyenne plus courte et plus large. Sa forme est lancéolée. Son extrémité distale est tranchante. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, vous voyez, elle est un peu en forme de carène de bateau et c'est vraiment une caractéristique. Ce n'est pas une pointe. Son biseau est long. Il est en général beaucoup plus long que la taille de sa pointe. Et il est non strié. Il est lisse. Là aussi, c'est des détails très importants. Elle porte toujours une rainure que vous voyez là, sur la face supérieure et la face inférieure. Et voilà, sont ces caractéristiques. La rainure, n'a pas le même usage que celle que vous a montré Boris tout à l'heure sur les saguiers du Magdalénien supérieur, qui, là, on pourrait presque parler de cannelure pour y insérer les microlithes ou les petites lamelles à dos. Pour l'instant, toutes les analyses qu'on a faites sur les rainures de saguiers de Lussac-Angle ne montrent pas de traces d'encollage ou de matériaux à l'intérieur. On peut se poser encore la question aujourd'hui de leur rôle. Peut-être d'autres caractéristiques qui seraient beaucoup plus techniques liées au lancement ou peut-être d'autres usages. Cette saguée, elle est très courte. On ne sait pas non plus si elle a été employée seule ou isolée. Voilà, seule ou groupée. Toutes ces questions-là sont encore à l'étude et des expérimentations méritent d'être faites pour pouvoir en savoir plus sur à quoi elle servait, cette petite saguée. Évidemment, les études de choc montrent qu'elle servait de toute façon à être projetée et à se heurter à un obstacle. Elle est fracturée par rapport à ça, mais voilà, c'est tout ce que... Donc là, vous pourriez mélanger les saguiers de Lussac et d'Angle. Vous ne saurez pas après les remettre dans le bon site, tellement elles sont proches les unes des autres, au niveau factuel. Alors, on pourrait penser, ça suffit, on les a trouvés à Lussac, à Angle, mais en fait, on en trouve ailleurs. Donc, est-ce vraiment... C'est assez difficile, hein, je ne suis pas très douée pour le...
Ah, voilà. Je perds la souris assez souvent, je suis désolée. Donc, sans aller bien loin, en Charente, toute une série de saguets de Lussac-Angle ont été retrouvés, bien caractéristiques. Donc, rien à redire, si ce n'est peut-être leur biseau qui est un peu strié. Donc, déjà, on a une petite appropriation locale, une petite personnalisation locale. Là, c'est à Laugerie Basse, en Dordogne. Et qu'est-ce que vous voyez sur ces pointes de saguet de Lussac-Angle véritablement typiques? C'est qu'elles sont perforées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Perforées, est-ce utilisées en pendeloque? Est-ce qu'on les attache quelque part? Elles n'ont pas... on n'en a aucune à Lussac-Angle qui soit perforée. Donc, cette saguet, est-ce un cadeau? Est-ce un échange? On peut se poser la question, pourquoi elle se retrouve à Laugerie Basse, aux Hésites-Taillac, avec ces caractéristiques cette caractéristique bien particulière qu'on en fait une pendeloque en quelque sorte. Donc le symbole là est fort. Je vous laisse interpréter à votre guise ce que cela peut dire, mais c'est un signe qu'on diffuse, et on diffuse de différentes façons cette saguet dite de Lussac-Angle. Alors, la pointe de saguet Lussac-Angle, mes collègues, Anthony Sécher notamment dans sa thèse, a essayé de les répertorier par rapport à tout cet ensemble. Et évidemment, la concentration, comme vous le voyez, est bien ici, sur notre territoire de Lussac-Angle, mais on les retrouve jusque dans les Pyrénées. Donc, elles diffusent un petit peu. Mais si on regarde un peu plus près, ces saguets, elles ont des formes quand même qui ne sont pas si typiques que ça. C'est-à-dire qu'elles diffusent, certes, il y a une idée de saguet de Lussac-Angle, mais ce ne sont pas pour moi des saguets de Lussac-Angle à proprement parler. Elles ont été, vous savez, c'est les questions d'emprunt, c'est-à-dire qu'un autre groupe ou d'autres personnes se sont appropriées, personnalisées ces saguets. Il faut savoir que, par exemple, dans les Pyrénées, donc c'est notamment je confonds, voilà, ces saguets, par exemple, d'Isturides, vous voyez qu'elles ont un biseau beaucoup plus court, il n'est pas long, et en plus, il est strié, et le fût est beaucoup moins épais, elles sont moins trapues. Les Pyrénées se caractérisent à la même période par de nombreuses saguets, mais plus fines, et avec ce biseau plus court et souvent strié, donc qui ressemble pas du tout après, bon, on a des lectures, là, c'est la grotte des Scies également. Elle n'a pas vraiment de caractéristiques de Lussac-Angle, il lui manque sa rainure. Bon, elle a quand même la pointe carène, voilà. Mais il y a certes ces objets diffusent. Ils diffusent comment? Je trouve que Boris Valentin a très bien expliqué ce mouvement individuel ou de groupe, d'échange régulier, irrégulier, constant. Après, c'est l'appropriation, comme disait le roi Gourand, il y a les influences interne, le monde interne du groupe, où là, on a ses propres façons de faire, et puis il y a les influences externes, et là, je crois que ces types de saguets, quand on les retrouve ailleurs, sont le résultat de ces croisements. Alors, une pointe qui est originale et qui se trouve pas loin, puisqu'elle se trouve sur le chemin entre Lussac et Angle, sur la vallée de la Gartempe à Antigny, sur le site du taillis du couteau qui est fouillé par Jérôme Primo, on trouve une pointe, il publie une pointe qui est intéressante parce qu'elle a un très long biseau, il est lisse, mais elle est très trapue, elle a la section quadrangulaire bien trapue, mais en revanche, sa pointe est usée, et elle est à pointer. Et c'est intéressant parce que là aussi, c'est certainement une pointe de saguet Lussac-Angle pour le coup d'origine, mais qu'on a porté et on a utilisé à d'autres fins. En tout cas, on l'a usé. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a tout un travail encore, je pense, à développer pour suivre à la trace cette saguet Lussac-Angle et elle identifie le territoire Lussac-Angle, mais en même temps, on la retrouve bien au-delà. Alors,
il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la saguée du Lusakong. Si on cherche d'autres critères qui personnalisent ce groupe, il y a la technique de taille. Alors, la technique de taille des lamelles, des petites lamelles. Et là aussi, donc, on doit à Jacques Pellegrin la découverte de cette technique de taille. Donc, Jacques Pellegrin, qui est un préhistorien qui fait beaucoup d'expérimentations. Et c'est le fait de débiter des petites lamelles sur des éclats et non pas sur des nucléus. Hein. Vous savez, des objets, les nucléus, c'est des noyaux de silex. Là, c'est la lame et on va sur la lame préparer la sortie d'une petite lamelle. C'est très caractéristique. Donc, ça a été décrit à la marche. Donc, on dit, en effet, c'est le débitage type la marche. On le retrouve à Angles. Lucie Chemana, qui est spécialiste du lithique, qui a travaillé avec moi, a repéré exactement la même chose. Mais là aussi, ça diffuse. On le trouve en fait sur le territoire de façon, je crois, jusque en Auvergne. Enfin voilà, cette technique de taille, même si elle est propre à notre région, on la retrouve ailleurs. Après, il y a tout le reste du mobilier archéologique qui est l'industrie osseuse en matière dure animale. Ça peut être en bois de renne, ça peut être sur os ou en ivoire de fossiles de mammouth. Et pour le coup, là, il y a un ensemble caractéristique à la marche et à Angles qui rassemble donc bien sûr les saguets, mais pas seulement. On a beaucoup de poinçons, beaucoup de lissoirs qui sont pas décorés, à la différence de la même période dans les Pyrénées. Et puis, on a des poinçons, des aiguilles, des bâtons percés. Mais pareil, les bâtons percés, on en a un à la marche qui est décoré, mais on n'est pas sûr qu'il soit vraiment du Maïdanien moyen. Il s'apparenterait plutôt au Maïdanien supérieur. Et autrement, ils sont non décorés, mais ils sont bien présents. Donc, on a un matériel archéologique qui est en fait assez peu décoré, ou alors avec des coches ou des choses comme ça, des choses simples. Après, abordons la parure. La parure, il y a des éléments qui sont caractéristiques de Lussac et d'Angles. Ce sont notamment les contours découpés, cochés et perforés, alors, que vous avez ici. Vous avez donc l'osioïde, c'est l'os qui soutient par exemple la langue du cheval. C'est un os long qui a une forme assez caractéristique avec un long bras, voilà, qui pourrait poursuivre là, ça se renfle un petit peu et puis ça se continue longuement puis ça se termine là. Et donc ça a été découpé, on dit, découpé parce que c'est on le façonne et ça a été coché, ça a pu être coché, ça a pu être décoré de façon géométrique. Et alors là aussi, c'est très différent des contours découpés des Pyrénées qui, eux, sont figuratifs et qui étaient d'une production locale et qui diffusaient localement, mais on n'en a pas encore trouvé à Angles-sur-Langlin ni au Roc-aux-Sorciers. Ça serait intéressant qu'on trouve un contour découpé type magdalénien ici, parce que ça voudrait dire ça se fréquente. Mais là, pour l'instant, on a vraiment que des osioïdes qui sont non décorés. Un objet qui diffuse pas du tout et qui reste vraiment sur notre territoire Lussac-Angles, ce sont ce qu'appelait Suzanne de Saint-Mathurin, elle les appelait les stomach beads. C'est-à-dire, ce sont des petites perles en ivoire fossile de mammouth qui, vous voyez, quand on les prend de profil, représentent comme un estomac. Mais bon, ça fait penser aussi aux figures féminines stylisées. Donc, ces petites perles, elles font de 2 mm à 1,5 cm de hauteur. On en a toute la gamme et on en a tous les états de fabrication, notamment à Angles-sur-Langlin. Elles étaient fabriquées sur place avec, dans la partie amont du site, dans la partie cave Taillebourg. Et là, on en a une très grande quantité dans les deux sites. On peut les confondre d'un site à l'autre, entre la Marche et Lussac. Et ça ne diffuse pas. On n'en retrouve pas dans d'autres sites au-delà du territoire Lussac-Angles. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une caractéristique. Alors, la parure, elle a plusieurs sens. Elle peut être montrée, elle peut être cachée. Voilà, elle peut révéler ce qu'est la personne dans le groupe. Elle a beaucoup d'éléments. Et bon, là, pour ça, je vous renvoie aux travaux d'Yvette Taborin, qui avait fait vraiment tout un travail
fondamentale là-dessus. Et puis, il y a évidemment toutes les coquilles, et on va trouver des coquilles perforées et des coquillages qui viennent aussi bien de l'Atlantique que de la Méditerranée, mais ça, c'est quelque chose de plus commun pour tous. Et là, donc le premier écran, l'écran précédent, c'était ce que l'on trouve à Angles. Là, je vous mets ce que l'on trouve à La Marche. Là aussi, vous mélangez les collections, vous serez incapable de les remettre en état. Voilà, donc les stomach beads sur toute leur couture. Et un autre marqueur culturel de ce Magdalena Sagittarius à Angles, ce sont les incisives de chevaux qui sont gravées très finement sur la face labiale, comme vous le voyez ici par exemple. Voilà. Mais c'est très très fin et c'est très caractéristique. Ce sont des objets assez énigmatiques pour nous tous. Guy Mazières, qui les a étudiés avec moi pour celle du Roc aux Sorciers, et qui du coup est retourné aux collections de La Marche, notamment qui sont au musée Sainte-Croix, constate que, en fait, ce ne sont pas des pendeloques, ce ne sont pas des parures, que certaines ont une partie très usée à ce niveau-là, comme si elles avaient servi à gratter. Voilà, mais on ne sait pas ce que c'est. En tout cas, c'est un lot très important. On va en retrouver une ou deux à Montgaudier, par exemple, en Charente, mais ça ne diffuse pas plus loin. On n'en trouve pas en Dordogne, hein, pas encore, voilà, de ces pointes de ces incisives de chevaux. Donc là, si vous le voyez, si vous me suivez, vous comprenez qu'il y a des éléments qui identifient ces Magdaléniens de notre territoire. Et là, c'est je dirais le mobilier, mais en ce qui concerne les expressions graphiques, on a la même chose, et on se retrouve par exemple pour la représentation des figures de chevaux de La Marche ou d'Angles, on s'aperçoit qu'ils ont les mêmes attitudes et les mêmes détails stylistiques comme les yeux inscrits dans un triangle, comme vous avez ici par exemple, rattachés à l'oreille. On va avoir la même chose sur les chevaux de La Marche quand vous regardez les publications que je vous encourage à regarder de Léon Pal, qui sont des pensums extraordinaires et qui sont riches en iconographie et en lecture des sites. Et de même, dans les attitudes avec les chevals broutants, c'est systématique entre les deux sites. Voilà. Donc là, une vue un peu plus détaillée des deux. Et alors, une autre originalité, mais ça, je pense qu'Oscar Fuentes serait beaucoup plus à même que moi d'en parler, puisque c'est sa spécialité, c'est les représentations humaines qui sont vraiment un critère d'exception pour le Lussac-Angles, avec ces expressions qui s'adressent à l'autre, à celui qui regarde, que nous sommes, et qui, par exemple, la représentation de cet individu qui sourit, ou celui-ci à La Marche qui sourit également, la notion de coiffure que vous repérez, les cheveux longs, les cheveux courts, hein, toutes ces expressions sont intéressantes. Et puis ici, c'est le bloc qui est issu donc, du plafond effondré du Roc aux Sorciers, où vous voyez une tête humaine vue de profil droit. Vous avez l'œil ici, le front, le nez, la bouche, le menton, et là, les cheveux. Et vous pouvez constater qu'il est sculpté, gravé et peint. C'est-à-dire que le nez est vraiment sculpté avec les narines. Il est gravé pour les yeux, la bouche, le menton. Et il est peint, c'est-à-dire qu'il a les joues rouges. Là, c'est pas la meilleure photo pour voir que le rouge est mat. Et les cheveux sont noirs. Et comme vous pouvez constater, pour donner le flou de cette chevelure, ils ont percuté. Et vous voyez tous ces coups de burin donnés pour donner cet effet de flou des cheveux. Et donc ça, il y a du colorant noir et la barbe est noire. Donc là, on a vraiment un personnage qui est réalisé grandeur nature et qui a toute son importance, et il n'est pas le seul. Et je ne fais pas écho de toutes les images que nous avons à La Marche, mais voilà, ça c'est vraiment un critère. À la même période, dans les Pyrénées, on a
en Dordogne, on a quelques représentations humaines, mais pas beaucoup. Et plus on va vers les Pyrénées à la même période, plus c'est extravagant, plus c'est caricatural comme représentation humaine. Mais bon, ça, je préfère laisser l'explication à Oscar. De même, les représentations, on est ici à la Marche, hein, c'est une figure qui avait été lue par André Chollet, et qui a été publiée par lui et Jean Herveau. Et puis ici, la même attitude avec une figure que Oscar a retrouvée, a découvert sur les plaquettes du roc aux sorciers. Alors, on a des gravures pariétales à angles qui rappellent fortement celles du roc de la Marche, mais les sculptures sont venues entamer ces gravures fines. Donc, à angle, on a ce culot de faire aussi de la sculpture, cette audace. Et on va non seulement faire des sculptures et représenter des chevaux, des bisons, des femmes, mais par-dessus tout ça, on va refaire des sculptures pour représenter des bouquetins. Donc là, vous avez notamment cette figure qui est célèbre, hein, de bouquetin, vraiment une tête de bouquetin, qui tire la langue, les oreilles, la corne. Mais son corps s'inscrit dans le découpage, dans la mise en forme d'un ancien bison, d'où vous voyez la bosse du dos. La tête devait arriver ici, voilà, exactement. Et il se trouve qu'il y a une ligne ici et un contour qui peut évoquer aussi un ancien cheval. Voilà, toute la complexité des sculptures également. On retrouve ça au niveau du panneau des bouquetins, avec la bouquetine et le jeune cabri. Derrière, des jambes de femme, un sexe féminin, ici une queue, une ligne de dos. Et quand on fait, avec les simulations 3D qui sont très, très, très aisées, quand on fait je dirais la bibliothèque de forme du bison d'angle et qu'on ne change rien sur sa morphologie, c'est-à-dire qu'on prend un bison d'un côté de la frise qui est complet et qu'on vient le plaquer sur les vestiges de ce que l'on voit là, on a en fait une ancienne image femme bison qui était là avant la réalisation des bouquetins. Donc on a ça qui est une originalité. Une autre originalité de ce magdalénien qui est très frappant, c'est non seulement les nombreuses figurettes féminines de la Marche, mais évidemment le panneau des femmes du roc aux sorciers, femmes là aussi associées à deux bisons. Donc une jeune femme enceinte, très certainement, d'après les gynécologues qui ont visité le site et les obstétriciens, du fait de la présence de la ligne gravée entre le nombril et le pubis, qui représente la ligne de pigmentation des jeunes femmes enceintes. Une vue de femme à la vulve ouverte avec le dessin, la sculpture de la poitrine et du sein, y compris le mamelon, donc qui évoque la question de la maternité, ce qui est aussi un point très original, que l'on va retrouver d'ailleurs signalé dans la sculpture de la bisonne qui a son pis sculpté avec les 4 trayons, alors qu'en général on ne voit jamais ces détails anatomiques dans la nature, il faut être vraiment le nez dessus pour le voir. Donc vraiment, il y a une volonté donc, de faire écho à la maternité. Je me dépêche parce que je crois que je serai insatiable sur ce site. Voilà, et je vois que François me dit 2 minutes. Donc on va... Alors, la frise sculptée des bouquetins, je pourrais y revenir si vous avez des questions, mais elle vient surcharger un ensemble d'autres thématiques que l'on a vues, les femmes, les femmes, les chevaux et les bisons. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, est-ce que ça a diffusé ces sculptures monumentales ? Eh bien, oui, à la chaire à Calvin, vous avez les sculptures jumelles du roc aux sorciers. Sur la chaire à Calvin, c'est à Moutier-sur-Bohême. Vous pouvez visiter le site à côté d'Angoulême. Hein, c'est une propriété du Conseil général. La DRAC m'avait demandé de l'étudier parce qu'il y a des problèmes de conservation. Donc, je l'ai étudié en même temps que le roc aux sorciers. Et là, on a pu, avec là aussi les moyens qui ont été mis en œuvre par le par le département de l'acquisition de la 3D, nous avons pu constater que la bouquetine venait parfaitement s'insérer dans la frise de la chaire à Calvin, et du coup on s'aperçoit que c'est la même morphométrique, les mêmes attitudes, mais on est dans 2 calcaires différents,
mais l'artiste s'est débrouillé pour refaire le modèle anglois. Je suppose que je considère que c'est dans ce sens-là, mais voilà, voilà. Donc, Angles, le roc aux sorciers, la marche, les fadets vont de pair. C'est un territoire on est distant d'une 40aine de kilomètres. Nos derniers travaux avec Oscar et Camille Bourdier, publiés il y a maintenant 3 ans, démontrent qu'à partir des analyses cartographiques et des traitements en système d'information géographique, le site du roc aux sorciers tourne le dos à la vallée de la Creuse et donc au site de la Garenne, etc. En revanche, on le voit de l'autre côté de la vallée de la Gare-Temple et il y a toutes les orientations naturelles de déplacement se tournent vers le sud depuis Angles, donc vers plutôt la Marche. Ça, c'est tout un travail qui est initié et qui s'avère très prometteur. Donc, on continue de faire nos recherches là-dessus et d'y attacher aussi toutes les analyses géomorphologiques pour en savoir plus. Donc, j'ai plusieurs thèses actuellement sur le roc aux sorciers dans ce sens. Et puis, bien sûr, un rêve qui ne se réalisera probablement jamais, c'est le raccord matériel entre ces deux sites que je ne pense pas que nous puissions à voir, mais bon, peut-être nous aurons la chance un jour, on ne sait pas, de matérialiser cette relation forte entre ces deux lieux, Angles et la Marche, et l'Angle et Lussac. Et je pense que ça serait, là j'en profite qu'il y a quelques élus dans la salle, mais je pense que envisager un jumelage Lussac-Angle aujourd'hui sur les bases solides de notre préhistoire serait peut-être une idée intéressante à creuser pour se rendre solidaire pour la valorisation de ces sites. Voilà, je vous remercie beaucoup. S'il y avait peut-être des questions, je n'ai peut-être pas été assez claire ou assez précise, n'hésitez pas. Je vous remercie pour cette présentation. Merci Geneviève pour cet exposé passionnant. Comme je disais, votre subjectivité est à l'œuvre. Moi, une question qui me vient d'observation récente sur un site que tu connais bien en région parisienne, qui m'a mis en évidence les relations, la représentation d'un public féminin et des circulations d'eau. Et donc jamais je ne t'aurais posé cette question avant. Est-ce qu'à roc aux sorciers, il y a des circulations d'eau encore aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a éventuellement des liens possibles, comme il y en aurait aussi dans le réseau du Martin, puisque c'est une hypothèse qui avait été évoquée par ailleurs aussi. Alors, pour le roc aux sorciers, au niveau des figures féminines, pour l'instant, on n'a pas de preuve de circulation d'eau particulière. Par contre, sur le site, il y a une résurgence qui est à proximité, mais elle n'est pas en contact direct avec les femmes. Voilà. Donc, c'est à creuser. Hein. Et ce qui est intéressant par rapport au panneau des femmes, c'est la vulve ouverte et en fait s'appuie sur une cavité naturelle qui fait 8 cm. Et c'est vraiment toute la composition du panneau, c'est fait autour de cet élément naturel de la paroi et des volumes. Enfin, c'est une prouesse incroyable. Mais voilà, si tu veux, par rapport au site auquel tu fais référence, qui est l'abri de Fontainebleau, je pense que on n'est pas dans la même topographie non plus, tout à fait. Et on n'est pas dans le même récit, peut-être. Enfin, voilà, le récit, on l'aura jamais, mais bon, on peut... Là, je vous fais des récits, hein. C'est celui de l'archéologue, mais il vaut ce qu'il vaut, quoi, voilà. C'est pas... Mais il y a plusieurs récits possibles, mais là, je pense que je suis pas sûre que ce soit le même... Ce qui est important, en tout cas, c'est que c'est vrai que ça... Les représentations féminines sont un fond commun permanent, qu'elles soient partielles avec les vulves ou qu'elles soient complètes avec les statuettes. Et ça, c'est un fond commun sur tout le paléolithique supérieur, en fait. Ça c'est essentiel, par contre. C'est que, voilà, on n'y échappe pas, où qu'on soit. Non, je voulais signaler seulement un petit détail, et je ne peux pas m'empêcher en tant que paléobiologiste. Vous avez qualifié de labial
la partie Oui, 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 c'est peut-être pas le bon terme non, en fait, c'est anatomique. le contraire, parce que la partie labiale est antérieure en face, et c'est la partie longuale en fait. Oui, longuale, tu as raison, Roberto. Et oui, oui, tout à fait, c'est une erreur de... Oui, tu as raison, tout à fait. C'est lingual, oui. Juste une petite précision sur la dernière image qui est encore affichée là, sur l'écran. Vous semblez émettre une hypothèse des relations entre les deux sites. Est-ce que cette pièce de jaspe, qui est en 2 morceaux dans la diapo précédente, est-ce que les 2 morceaux ont été trouvés dans les 2 sites, un morceau dans l'un ou l'autre, ou alors c'est plutôt une image? Voilà, c'est une image. Là, ce n'est pas du tout lié au site, c'est une image voilà, c'est une hypothèse, voilà. Il n'y a pas du tout d'éléments. Pour l'instant, on ne les a pas, ces éléments-là. Donc le rêve de tout chercheur, ce serait de trouver un objet en 2 morceaux. Avec un morceau à côté, un morceau de... Voilà, c'est un rêve. Voilà, c'est un rêve. Mais pourquoi pas, après tout, on ne trouvera que ce qu'on cherche. Merci. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. Excusez-moi d'intervenir. Je pense que les squelettes, surtout les crânes, il doit définir mieux les néandertaliens que les dessins. Parce que les dessins, ça obéit à une stylistique. Ils n'ont pas un crâne, il est plus sûr qui représente un néandertalien ou un homme sapiens. Alors, oui, c'est vrai que les restes osseux sont plus pertinents pour aborder la question de l'homme. Mais là, on a un spécialiste dans la salle, je pense qu'il répondrait bien mieux que moi. Roberto, si tu veux dire quelque chose, je pense que... Voilà, tu es anthropologue, donc là, je crois que c'est ta partie, si ça ne te gêne pas. Merci pour ce cadeau. Donc, non, mais il a été remarqué tout à l'heure qu'il y a dans la représentation humaine des traits, en fait, sur la mandibule. Et le menton est un peu fouillant, c'est ça. Et la robustesse n'a pas grande importance. Je dirais que le 100% de reste à partir de l'Arménien, donc bien avant, 5000 années avant, auparavant, ils montrent tous un menton, c'est une caractéristique de l'humanité moderne qui finalement est datée de plus de 100 000 ans. Donc les Néandertaliens étaient bien déjà là depuis longtemps et ont disparu beaucoup longtemps plus récents. Je pense que c'est une forme schématique de représentation qui n'a rien à voir avec la morphologie réelle des humains vivant à cette époque. Merci.